parce qu'il y avait beaucoup de choses, et puis il aurait été préférable probablement de lire le texte plutôt que simplement l'entendre. Mais vous avez quand même soulevé un certain nombre de questions qui m'apparaissent extrêmement intéressantes, voire fondamentales, à savoir les relations entre la mémoire collective, les manuels et la production finalement de représentation historique, mémorielle, circulant au sein d'une société. Donc on a vu que selon les époques, un héros pouvait devenir anti-héros. Il y avait plusieurs histoires et représentations possibles du même personnage qui étaient intégrées finalement à des cadres d'action, à des histoires qui évoluaient dans le temps. Et au fond, peut-être la première question que j'aimerais vous poser serait un peu la suivante. Si tant est qu'on estime que le manuel est en quelque sorte témoin d'un état mémoriel donné à une certaine époque, qu'est-ce qui provoque au sein d'une société? Est-ce seulement le changement des générations, des circonstances fortuites particulières? Qu'est-ce qui, au sein des sociétés, provoque ce qu'on pourrait appeler un changement de régime mémoriel, qui bien sûr aura ses implications, ses conséquences aussi au chapitre du contenu des manuels scolaires? Et la deuxième question, qui est un peu conséquente à cette première question, dans quelle mesure un manuel scolaire produit-il des représentations qui sont effectivement assimilées par les clientèles visées? Ça, ce serait peut-être, enfin, j'imagine que vous avez dû faire de la recherche par ailleurs, mais la dimension occultée de votre présentation, c'est-à-dire tout le côté de la production, je pense que vous avez été extrêmement convaincante. On voit bien, quand vous étudiez le contenu des manuels scolaires, à quel point ces manuels-là témoignent d'une époque. En même temps, comment le contenu de ces manuels-là est-il reçu par les clientèles? Bref, ce qui est dit dans les manuels est-il assimilé par les gens? Et s'il est assimilé, comment peut-il y avoir à ce moment-là transformation de régime mémoriel? Parce que si le contenu d'un manuel est effectivement assimilé par les clientèles visées, on pourrait penser qu'il y a un certain consensus au chapitre d'une représentation d'ensemble du passé belge et donc de ses principaux personnages, et en l'occurrence le rapport que la Belgique a pu avoir avec son ancienne colonie, le Congo. Et la dernière question, peut-être, qui est la plus intéressante, j'imagine, en tout cas, moi, c'est celle qui m'habite depuis très longtemps, parce que je m'intéresse à peu près aux mêmes questions que vous abordez, mais dans le cas québécois. Les Belges croient-ils à leur mythe? Les Belges croient-ils à leur mythe d'histoire? Et notamment ceux qui sont véhiculés sur un mode, j'imagine, quand même, qui n'est pas si simpliste que ça dans les manuels, parce que si je prends l'exemple québécois comme exemple, enfin, tout à fait comparable à ce qui se passe en Belgique. On a souvent ici, et c'est encore le cas, accusé les auteurs des manuels, dont je ne suis pas d'ailleurs, alors je ne défends pas ma cause ici, mais on a souvent accusé les auteurs des manuels d'être de simples idéologues à la solde des pouvoirs d'État, alors même que la plupart du temps, les manuels sont effectivement rédigés, élaborés par des enseignants, des auteurs, des didacticiens, dont les visions du passé sont quand même assez douces, assez nuancées, si bien que le contenu des manuels est beaucoup moins idéologisé que ce que l'on dit habituellement. Et donc la question, les Belges, on pourrait poser la même question pour les Québécois, croient-ils finalement à leur mythe d'histoire? Si oui, à ce moment-là, comment les déconstruire? Sinon, et c'est probablement l'interprétation que je défendrai en ce qui touche au Québec, au moins, dans quelle mesure peut-on penser que le contenu des manuels a vraiment une influence sur les représentations qui sont construites et qui circulent à l'intérieur d'une société? Donc, je m'excuse, mes questions sont peut-être un petit peu périphériques à votre présentation, mais votre présentation, elle était impeccable, implacable, très convaincante, et ce qui devient peut-être l'objet d'une discussion la plus difficile, c'est ce qui découle de ce que vous avez dit finalement. Pour ces questions qui me permettent en effet un peu d'élaborer sur la présentation.
parce que c'est vrai que j'aime bien garder des présentations assez courtes pour justement privilégier la discussion, parce que c'est aussi ce qui est le plus enrichissant pour moi. Et donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui provoque au sein d'une société un changement de régime mémoriel? Je crois que dans le cas de la Belgique, et on le voit justement très bien avec ces dernières slides, c'est un changement des demandes qui apparaissent dans le présent, c'est-à-dire qu'avec le développement de toutes ces revendications d'une plus grande autonomie flamande, il y a un peu une tentative de déconstruire justement les mythes sur lesquels la Belgique s'est construite pour déconstruire aussi la Belgique. Et donc, là, on voit clairement que comme il y a une évolution dans les demandes du présent par rapport au passé, puisque alors qu'avant, on demandait des mythes justement qui permettaient de souder la Belgique, parce que la Belgique, on dit toujours que c'est un peu un hasard de l'histoire, donc il n'y a pas vraiment d'identité nationale. Donc on cherchait plutôt des choses pour construire l'identité nationale. Aujourd'hui, il y a toute une tendance qui cherche plutôt des choses pour déconstruire l'identité nationale et construire plutôt une identité communautaire. Et donc, je pense que cet aspect-là est vraiment fondamental pour comprendre cette évolution du régime mémoriel et puis aussi l'évolution plus largement des positions par rapport à la colonisation qui est aujourd'hui de plus en plus critiquée et considérée oui, pour ses crimes, pour ses abus, etc. Et donc, clairement, ça entraîne qu'on envisage la colonisation en des termes différents qu'il y a 30 ans ou 40 ans, où c'était encore considéré comme vraiment quelque chose de très glorieux et comme une source de fierté. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, dans quelle mesure ces représentations sont-elles effectivement assimilées par la population? Je dois dire que je me suis, moi aussi, posé la question, et je regarde mes notes pour bien vous répondre. Je me suis moi aussi posé la question, et en fait, je pense que une manière de répondre, c'est déjà de dire qu'à la base, en fait, moi je suis politologue, je ne suis pas du tout historienne, et je me suis un peu intéressée au manuel scolaire, pardon, pour compléter une approche du passé colonial belge qui se faisait à la base par les discours officiels. Et donc, mon corpus de base, c'est vraiment les discours officiels, et j'étais voir ce qui se passait dans les manuels scolaires pour un peu compléter ça. Et du coup, ça constitue qu'un aspect périphérique de ma recherche, et il est clair que si ma thèse portait en tant que thèse sur les représentations du passé colonial dans les manuels scolaires, il s'agirait de se poser des questions, effectivement, et d'aller faire des enquêtes. Mais tiens, comment est-ce que ces manuels vont aller influencer la population? Moi, je ne me suis pas posé cette question, et je me suis dit, moi, je prends simplement les manuels scolaires comme je l'ai dit, des témoins, pour reprendre votre expression, d'un régime mémoriel, mais pas comme des faiseurs de mémoire. C'est-à-dire que, pour moi, les manuels scolaires reflètent l'état de la mémoire qu'une société a voulu se donner à un moment particulier de son existence, mais pas nécessairement la manière dont les gens ont reçu et ont vécu cette mémoire. Parce que il faut savoir qu'il y a toute une évolution dans l'utilisation des manuels scolaires en Belgique. Vous avez peut-être vu sur le graphe, à un moment, il y a vraiment une baisse du nombre de manuels francophones, par exemple. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on a arrêté de produire des manuels francophones parce que tout d'un coup, on a dit les manuels scolaires, ce n'est pas un bon moyen pour apprendre l'histoire, on s'est plutôt basé sur des photocopies, etc. Et donc, si on lit un peu des travaux qui retracent l'histoire de l'utilisation des manuels scolaires, on voit que pendant cette période, les enseignants vont aller rechercher des anciens manuels scolaires qui vont photocopier pour les étudiants. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas les manuels scolaires de l'époque qui vont influencer les perceptions des gens, c'est les manuels antérieurs. Et puis aussi, il est très clair que dans les écoles belges, je ne sais pas du tout ce qu'il y en est dans les écoles québécoises, mais l'enseignement en Belgique manque cruellement de moyens. Et donc, on va continuer à utiliser les mêmes manuels jusqu'à ce qu'ils soient vraiment complètement en morceaux. Et donc, il est tout à fait possible qu'on utilise des manuels d'il y a 15 ans aujourd'hui, ou il y a 20 ans qu'on ait utilisé des manuels à l'époque d'il y a 15 ans. Et donc, c'est vraiment très difficile de dire dans quelle mesure ces manuels vont effectivement influencer la manière dont les élèves vont apprendre l'histoire de la colonisation, mais en tous les cas, ils reflètent quelque chose, et je pense qu'à cet égard-là, ils restent intéressants, même si on ne peut pas dire, voilà, c'est ce que les étudiants ont appris à cette époque-là. Non, ça, on ne peut pas le dire.
mais on peut dire quand même que c'est le reflet d'une mémoire que la Belgique a voulu se donner à une époque. Et donc, c'est vraiment avec cet angle d'approche que je les ai pris. Mais je pense quand même, mis à part tout ça, et ça rejoint un peu, ça embraye sur la troisième question, que ces manuels scolaires, et en particulier toute la période mythique des manuels scolaires, va très fort influencer la population. Et aujourd'hui encore, on voit dans les générations plus âgées, enfin quand je dis plus âgées, c'est juste pas les tout jeunes, quoi, donc c'est la majorité de la population, les gens croient encore très fort à ce mythe, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils y croient, mais ils s'y raccrochent. Et quand on parle de Léopold II, c'est toujours Léopold II le génie, Léopold II le visionnaire, et il ne faut pas oser dire que Léopold II est un criminel ou un génocidaire, parce que ces gens sont, enfin la plupart des gens, la plupart des Belges se sentent vraiment attaqués, en tout cas en Belgique francophone, quand on dit ça. Et donc voilà, et donc est-ce que les gens croient à leur mythe? En tout cas, ils l'utilisent bien. Je ne sais pas s'ils y croient, mais ils l'utilisent, et ils l'utilisent aussi dans l'autre sens, donc dans le sens, on va s'opposer au mythe pour s'opposer à la Belgique. Et donc, le mythe a vraiment un impact sur la population. Maintenant, est-ce qu'on y croit vraiment? Je pense que c'est plutôt une façon, quelque chose qu'on peut utiliser et donc auquel on se raccroche, quoi. Mais, et je pense que surtout le mythe de Léopold II, quand je dis Léopold II, le visionnaire, c'est la représentation qui reste prédominante. C'est une présentation qui reste prédominante, mais qui est vacillante en même temps. C'est-à-dire que les gens savent très bien que Léopold II est critiqué. Mais ils essayent de le défendre, même en sachant que... Mais je pense qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de leur coup en même temps. Donc, mais on le défend. Pourquoi? Parce qu'il symbolise quelque chose. Ce n'est pas juste Léopold II. Léopold II, c'est la monarchie. La monarchie, c'est la Belgique. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a un mythe alternatif qui commence à être élaboré et qui pourrait se substituer à celui de Léopold II et qui ne mettrait pas nécessairement en péril l'existence d'une identité belge d'ensemble, si vous voulez, et qui aurait davantage prise auprès de la nouvelle génération qui est quand même... Enfin, il faut faire attention avec vous parce que vous êtes particulièrement jeune. J'imagine que vous appelez les plus vieux. Mais non, en fait, justement, en disant ça, je pensais, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est Léopold II, le mythe, quoi. J'ai encore appris ça. Donc, c'est vraiment les tout jeunes qui, 5 ans après moi, je pense, on a commencé à parler de ces abus et tout ça. Donc, voilà. Un mythe alternatif qui est tranquillement en voie d'élaboration et qui pourrait prendre au point de remplacer celui de Léopold II sans remettre en cause la belgitude ou la belgicité telle qu'on la connaît. Là, je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire que, et à mon avis, c'est peut-être le principal reproche qu'on pourrait faire aux déconstructeurs de mythes, de grandes représentations. Moi, je préfère le mot mythe d'histoire que celui de mythe, mais parlons plutôt de grandes représentations. C'est-à-dire que c'est facile de déconstruire. Il faut voir à quel point les sociétés ne peuvent pas exister dans la déconstruction fonctionnelle, à quel point si on déconstruit quelque chose, on ne peut pas non plus laisser les gens dans une espèce de babel de sens, où finalement il n'y aurait que confusion. C'est probablement le meilleur moyen pour que les pouvoirs simplistes puissent s'approprier le passé et puis le reconstituer, le représenter comme bon leur semble. Donc, si on déconstruit, il faut tout au moins poser les bases d'une reconstruction de quelque chose. Et la question que je vous poserais, c'est est-ce qu'on est en présence de l'ombre du début, le commencement de nouveaux mythes qui pourraient remplacer celui de notre cher Léopold. Si on parle d'un autre mythe, l'autre mythe qui est en train de remplacer le mythe, c'est le mythe de Léopold II génocidaire, mais qui est aussi un mythe, qui est aussi une exagération, qui est aussi... une exagération par rapport à ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, je trouve que... donc, il y a vraiment ces deux extrêmes, et donc c'est une extrême qui est remplacée par une autre. Un juste milieu, il n'y en a pas. Un mythe qui se situerait au milieu, clairement, il n'y en a pas. Mais quelque part, c'est vrai que ce mythe remet en cause la belgitude, mais il n'est pas par nature... je veux dire, le fait qu'on dénonce les abus de Léopold II, je pense que si la Belgique n'avait pas une identité nationale si problématique, si on n'était pas dans le contexte actuel où il y a vraiment une montée des revendications nationalistes flamandes et tout,
le fait de dénoncer les abus de Léopold II, je ne sais pas si ça aurait le même effet et si ça serait interprété comme une façon de déconstruire la belgitude. Le problème, c'est que les utilisations qu'on en a faites, comme justement ces utilisations sont beaucoup faites par des partis d'extrême droite, des partis nationalistes, etc., eh bien, on commence à assimiler les deux. Mais à la base, est-ce qu'ils sont vraiment liés? Enfin, c'est vraiment lié à tout un... C'est vraiment le résultat de tout un contexte, le fait qu'ils soient liés. Et donc, oui, c'est difficile pour une société de vivre en déconstruction permanente. C'est bien pour ça que la Belgique, aujourd'hui, connaît une crise d'identité, parce qu'elle n'a pas ces nouveaux mythes. Et oui, les mythes du passé sont en train de s'effriter petit à petit. Et j'ai l'impression qu'en Flandre, pour les échos que j'ai pu en avoir, ils sont remplacés par des mythes communautaires qui créent une identité communautaire. Mais en Belgique francophone, il n'y a rien, c'est une absence. Et comme je disais la dernière fois, on parle plutôt à l'école de l'histoire de France, mais pas de l'histoire de Belgique. Il y a un vide, quoi. Il n'y a aucune fierté par rapport à l'histoire de Belgique, aucune connaissance de l'histoire de Belgique. Quand on demande à des ministres au journal télévisé qu'est-ce que la fête nationale célèbre, ils ne savent pas répondre. Quand on demande la date de l'indépendance de la Belgique, beaucoup d'entre eux ne savent pas répondre. Il y a vraiment un manque de connaissances d'histoire et on ne cultive pas du tout l'histoire en Belgique. Et donc, ça illustre parfaitement ce que vous dites. Oui, il n'y a pas de mythes, on déconstruit les mythes, on ne les remplace pas par des nouveaux. Du coup, la société est en crise, et du coup, aussi, des pouvoirs simplistes s'approprient le pouvoir et s'approprient le passé. C'est exactement ce qui se passe. Dernière question, parce que je pense que je vais laisser tomber. Jim me dit, on va passer aux questions de la salle. Moi, j'ai une question qui va dans le même sens de M. Le Tourneau. Si on n'a pas un autre mythe, est-ce qu'au moins on a au moins d'autres héros positifs qui remplacent le roi Léopold II? Parce que d'habitude, les manuels scolaires, on change un héros pour le remplacer, pas pour le laisser en vide ou pour le laisser seulement. Les manuels ne sont pas négatifs, seulement des héros négatifs. Donc, qui est-ce que remplace à partir de 1980 le héros, disons, Léopold II? Avec quoi on le remplace? Je continue dans la même voie. J'ai l'impression qu'on vraiment, du côté flamand, on va commencer à plus cultiver une identité communautaire. Du côté francophone, on va continuer à essayer de défendre Léopold II et relativiser les critiques parce que justement on s'accroche à ce symbole. Et si on s'y accroche, c'est parce que il n'est pas remplacé. Enfin, aujourd'hui, on dit toujours qu'est-ce qui relie la Belgique, comme vous avez dit la dernière fois, qu'est-ce qui fonde encore l'identité nationale belge? Il y a le roi, mais on ajoute aussi les frites et le football. Ça vous dit tout sur l'histoire de la Belgique. Il n'y a pas vraiment de héros nationaux et Léopold II n'est pas vraiment remplacé, quoi. Les héros nationaux, c'est Jacques Brel ou... Enfin, voilà, il n'y a pas de héros historiques. Justine Hénin, Kim Clijsters, voilà, c'est eux les figures de proue de la Belgique, quoi. Mais des héros historiques, il n'y en a pas vraiment, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'Henri Spaak n'apparaît pas dans le manuel comme héros? Pour ce qu'on en parle, franchement, on n'en parle pas beaucoup. En fait, en Belgique, on n'arrive jamais vraiment... Le programme d'histoire est tellement dense qu'on n'arrive jamais vraiment à l'histoire contemporaine. Et donc, c'est tous les rois de France, les Louis, etc. Ça, on connaît bien. Napoléon, on connaît bien. Mais la construction européenne, on n'arrive jamais jusque-là. Ça, je ne sais pas. C'est les programmes européens. Oui, moi, une petite question sur la chronologie de tout ça. Bon, dans votre démonstration, on voit 80, il y a un changement un peu dans le discours, dans les manuels. Et puis, tu regardes plutôt le discours officiel. J'imagine qu'il y a un décalage que tu as remarqué sûrement, probablement, un décalage entre le discours officiel et puis le changement dans les manuels. Ça me paraît, le discours officiel doit s'être transformé un peu avant. J'imagine que si le manuel change d'orientation,
c'est qu'il y a eu des pressions d'une minorité agissante, ou de parents qui étaient tannés de voir, qui en avaient assez de voir que leurs enfants étaient instruits de cette manière-là, et tout ça, donc une certaine minorité agissante de différents milieux intellectuels ou constructeurs de manuels, etc. Et ces gens-là ont déjà assimilé depuis des années le contre-discours. C'est-à-dire pour eux, c'est peut-être 10-15 ans qu'ils l'ont assimilé, donc le discours officiel doit être bien avant. Et ma deuxième question à partir de là, c'est, puisque c'est quand même relativement récent, est-ce qu'il y a une autre minorité agissante qui tout à coup ne serait pas d'accord avec le nouveau discours, qui se met en place et puis qui cherche à... Puisque tu dis qu'il ne faut pas trop toucher encore dans les générations 30 ans et plus en Belgique à Léopold II, donc est-ce qu'il y a des réactions? Par rapport au discours officiel, en fait, c'est une question très intéressante. Et non, pas du tout. Le discours officiel ne devance pas les manuels scolaires. Ce sont les manuels scolaires qui devancent le discours officiel. Le discours officiel, on a vraiment un changement à la fin des années 90, au début des années 2000. Ça commence un peu au début des années 90, pardon. Dans les années 80, ça reste tout à fait dans le prolongement des années 60 et 70, un silence assez général par rapport au passé colonial. Par contre, on peut rapprocher ce changement des manuels scolaires d'une autre chose qui se passe autour des années 80. À la fin des années 70, début des années 80, on commence à mettre en place en Belgique des structures qui préfigurent l'État fédéral. Les partis politiques commencent à se séparer en deux ailes francophones, ailes néerlandophones, et c'est là qu'on commence à créer les communautés, les régions, à leur donner de plus en plus de compétences. Donc c'est à ce moment-là que vraiment la Belgique commence à se fédéraliser, et c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à ressortir cette histoire des abus coloniaux de Léopold II. Alors, est-ce qu'il faut voir là quelque chose de lié? Je ne suis pas assez experte dans l'histoire de la Belgique pour l'affirmer, mais en tout cas, je trouve ça très intriguant, et j'en ai déjà discuté avec des historiens, et en effet, on ne voit pas trop comment l'expliquer d'autre. C'est à cette époque-là que les programmes scolaires vont commencer à se différencier, qu'on va avoir des programmes néerlandophones, des programmes francophones. C'est à ce moment-là que la Belgique commence à se séparer, et voilà. Donc, je raccrocherais plutôt ça dans un discours nationaliste naissant que d'un changement de discours sur le passé colonial, parce que le changement de discours, il apparaît que beaucoup plus tard au niveau du discours officiel. Oui. Et alors, par rapport à une minorité agissante qui émergerait, c'est vrai que donc les gens qui sont encore très attachés à la Belgique unitaire, au roi, etc., ils vont défendre Léopold II, mais il n'y a pas vraiment une minorité. La minorité agissante qui imposerait un contre-discours par rapport à ça, c'est tout ce qui est nationalisme flamand, discours anti-royaliste, etc. Et là, on peut vraiment dire qu'il y a une minorité agissante qui va agir pour imposer un contre-discours. Mais à part ça, comme les générations plus jeunes en Belgique ont beaucoup plus vécu avec cette idée d'un État qui finalement était en train de se démanteler, je dirais que la réaction générale, c'est un certain désintérêt par rapport à tout ça. Et donc, Léopold II a commis des abus coloniaux au Congo, voilà, et les gens, les jeunes l'acceptent sans nécessairement vouloir absolument imposer un discours ou un autre, parce qu'il n'y a pas du tout cet attachement à l'identité nationale belge, comme on en discutait l'autre jour. C'est plutôt, je dirais, un attachement peut-être à une identité européenne émergente au sein des jeunes en Belgique, mais pas vraiment une volonté de défendre la Belgique, sauf dans certains groupements minoritaires, mais à part ça, non. Donc c'est plutôt un certain désintérêt, une indifférence, J'avais une question au sujet des auteurs des manuels. Je me demandais s'il y en avait qui avaient un peu changé de fusil d'épaule, ou s'ils avaient pu voir leur conception de Léopold II se changer. Non, ils ne changent pas de fusil d'épaule. Clairement, les auteurs déjà, les auteurs changent assez souvent, se renouvellent assez souvent. Mais par exemple, il y a certains manuels où les auteurs vont vraiment presque
rester sur toute la période, ou alors on a 2 auteurs, mais qui vont... Enfin, on voit qu'il n'y a pas du tout d'évolution dans les textes, en fait. Et c'est comme ça que... Enfin, c'est vraiment très intéressant quand on regarde l'évolution des manuels. Au début, j'avais un peu pris tout ce que je trouvais, et donc j'avais aussi regardé des manuels des années 30, des années 20. Et il y a parfois des phrases qui étaient dans les manuels des années 30-40, qui se trouvent encore dans les manuels des années 90. Et donc non, on ne va pas changer de fusil d'épaule, au contraire, quoi. On va même se passer les phrases de l'un à l'autre et sans vraiment remettre tout ça en question. J'avais un petit commentaire, une question. Ça ouvre un débat intéressant à voir le décalage qu'il peut avoir entre le discours officiel, le discours académique, le discours dans l'espace public et l'imaginaire d'une société. Alors, c'est pas parce que les faits historiques ont été établis que les valeurs ont changé, qu'on est dans un régime où les valeurs sont plus anticoloniales, l'altermondialisme et tout ça qui triomphe. Et donc, certains discours qui changent comme ça. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est seulement une question de temps, on se dit éventuellement les gens vont changer, ou il faut que les gens soient prêts à recevoir ce nouveau discours-là, à l'accepter, parce qu'il peut avoir un nouveau discours pendant longtemps et qu'il ne perconne jamais, qu'il n'atteigne jamais la société. Alors, c'est sûr que vous ne répondrez pas à ça, mais toutes les questions que ça pose sont intéressantes. Quelles sont les circonstances? Là, vous avez montré, il y a la question identitaire qui se mêle là-dedans, mais au-delà de ça, dans d'autres sociétés aussi, il peut y avoir la question qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des changements de mentalité, des changements d'imaginaire qui vont se faire très, très rapidement. Il va y avoir comme un changement de paradigme, tout ça. Puis d'autres fois, ça peut être très, très long, soit parce qu'il y a des résistances, ou même sans qu'il y ait de résistance active, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas. Et mon autre question, c'est que dans votre autre présentation, vous aviez parlé des Congolais, des victimes, un peu tout ça. Et donc, on voyait que quand vous parlez des différentes épreuves ou tout ça, que, bon, il a affronté des tribus, des incultes, des gens qui ont des sorciers ou tout ça. Et est-ce que le fait qu'on change la représentation ou le discours sur Léopold II, donc qu'il devienne un anti-héros, est-ce que le discours sur les colonisés, lui, a-t-il changé? Est-ce que maintenant on dit on relativise ou on les présente toujours de manière aussi négative? Parce que ici, il y avait eu une étude qui avait été faite, entre autres par Bernard Arcan, sur les Amérindiens dans les manuels scolaires, puis on voyait que un chef français qui surprenait par surprise, c'était génial, tandis que quand les Indiens attaquaient par surprise, c'était traîtreux, une attaque en traître. Juste savoir si la manière dont on parle des colonisés a changé aussi. Mais, clairement, maintenant, le discours est plus politiquement correct, donc on va plus dire que les Congolais étaient des barbares ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on ne cherche pas non plus à dire l'histoire du point de vue des Congolais. C'est-à-dire que les Congolais vont rester un peu une masse déshumanisée et il n'y a pas vraiment... Après l'indépendance, on va mentionner certains individus, mais sinon, il y a un Belge qui a mené une étude là-dessus aussi, et lui, il parle des colonisés comme figurants de l'histoire. C'est exactement ça dans les manuels scolaires qui parlent du passé colonial de la Belgique, quoi. Objet, mais jamais sujet. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez réfléchi sur le troisième élément de cette évolution, c'est-à-dire sur l'Europe, sur Bruxelles, capitale de l'Europe? Dans quelle mesure, pour une partie, plus que pour une partie de l'opinion publique, puisque dans la mesure où aujourd'hui certains politiciens flamingants seraient prêts à abandonner Bruxelles pour construire une Flandre indépendante et donc totalement coupée, évidemment on entre d'une certaine manière dans une possible polarisation où du côté flamand
s'est débarrassé de la dynastie, s'est débarrassé de la Belgique et c'est sortir de l'Europe sur le territoire ex-belge. Je ne veux pas dire sortir de l'Europe parce que ce n'est pas du tout leur intention. C'est-à-dire où, d'une certaine manière, on peut vraiment utiliser à fond, pas tellement l'antimonarchisme que la destruction morale de la monarchie belge pour justifier la sortie flamande qui entre dans cet enjeu humanitaire, c'est-à-dire la communauté flamande s'est fait d'autant plus grande qu'elle est prête même à sacrifier Bruxelles pour se couper de se passer exactement d'une sauvagerie civilisée, sauvagerie africaine, de tous ces tortionnaires dont on ne veut plus rien avoir. Et c'est relativement, je pense, consistant avec la construction du discours que vous présentez. En même temps, c'est très logique. Je pense que ça explique aussi ce que vous venez de dire en répondant à une question, que les discours officiels est un discours en retard sur les discours scolaires parce qu'il capitalise sur cette accumulation. Ce n'est pas lui qui guide, c'est ces discours qui capitalisent d'une certaine manière sur une opinion qui, exactement, se donne une bonne conscience en renvoyant entièrement sur les francophones tout ce qui était les passés coloniales belges. Par contre, la région wallonne qui est en plein désarroi, tous ceux qui ont vu les films des frères Dardenne, on peut mesurer la profondeur de ces désarrois post-industriels, et donc effectivement, il n'y a plus aucune source de fierté, c'est-à-dire il faut imaginer la Flandre qui économiquement monte et qui est de plus en plus performante, technologiquement moderne, etc. Et la Wallonie qui, au contraire, n'arrive pas à reprendre le souffle et qui, au contraire, on a l'impression, plonge de plus en plus dans les slums industriels, et où donc il ne reste que l'Europe. Et que donc, dans quelle mesure l'héritage francophone est aussi lié au fait que les francophones se raccrochent au train humanitaire, et donc anti-léopoldien, anti-abus, etc., mais dans une autre perspective, dans la perspective européenne. C'est-à-dire où, pour devenir bon européen, pour que la capitale ex-belge soit une vraie capitale européenne, il faut aussi une population qui serait une population résolument pro-droit de l'homme, résolument. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cet ajout, d'une certaine manière, dans l'histoire qui joue, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans les équations précédentes et qui soudainement émerge aussi parce que, étant francophone, Bruxelles est ces lieux sur lesquels on peut capitaliser pour se redonner bonne conscience, pour faire d'une certaine manière des francophones ceux qui, au contraire, ne sont pas communautaires exactement comme les Flamands. C'est aussi possible de renvoyer les Flamands vers les communautaristes qui n'ont pas nécessairement bonne presse, comme vous savez, en France. Donc, il y a une série de tours de passe-passe, je pense, autour de l'Europe, qui permettent peut-être de comprendre que ce retard francophone est de plus en plus un retard proactif. Pas seulement un retard, donc, mais une nouvelle stratégie de reconfiguration identitaire. D'abord, je voudrais préciser quelque chose, c'est que, en fait, donc, on présente le discours flamand comme un discours séparatiste. Il faut savoir que ce discours séparatiste, il est essentiellement pris en charge par la classe politique. Au niveau de la population flamande, il y a beaucoup de gens qui contestent ça et qui ne sont pas du tout pour le fait que la Flandre se sépare de la Belgique. Mais vraiment, mais qui votent et qui n'ont plus vraiment le choix de voter pour un parti non séparatiste parce que, comme je le disais, la surenchère est telle que finalement tous les partis sont forcés de défendre la cause nationaliste parce que quelque part c'est porteur auprès d'une certaine partie de la population. Mais donc, quelque part, le discours unitaire flamand n'est plus tellement représenté alors qu'il est encore bien présent. Donc ça, c'est une chose parce que je ne voudrais pas trop catégoriser. Enfin, ce n'est pas tous les Flamands, c'est vraiment au niveau de la classe politique et certaines parties de la population flamande. Et alors, donc par rapport à cette question,
d'utiliser justement cette dénonciation du passé colonial comme une manière de s'affirmer sur la scène européenne et de se donner bonne conscience et d'apparaître comme le bon qui se repentit par rapport à son passé, etc. Je pense que c'est un discours qui a été porté par Louis Michel, donc un ancien ministre des Affaires étrangères, au niveau de la Belgique fédérale, mais je ne sais pas si j'assimilerais ça comme une tentative francophone pour réaffirmer la Wallonie sur la scène européenne. Pour moi, c'était plutôt pour réaffirmer la Belgique sur la scène internationale, et je ne sais pas si cette division francophone-flamand a vraiment joué à ce moment, à ce niveau-là, et si on peut vraiment dire que c'était une réponse par rapport à l'autre. Je pense qu'il y a le discours au niveau flamand et puis il y a le discours au niveau fédéral, parce que, la Wallonie, comme on dit, elle n'a pas vraiment de source de fierté et tout, mais la Belgique aussi, on dit toujours la petite Belgique, c'est un pays qui a un peu un complexe d'infériorité sur la scène internationale. Et donc, je pense que pour ce qui était de ça, c'était avant tout redorer le blason de la Belgique sur la scène internationale avant de penser à la Wallonie ou à la Belgique francophone. Et donc, par rapport à l'Europe, peut-être que la dimension européenne joue. Moi, je voyais plutôt ça comme simplement sur la scène internationale en général. Maintenant, c'est vrai que la plupart des anciennes métropoles sont européennes, donc il y a un peu une sorte de concurrence entre les différentes anciennes métropoles européennes pour voir qui va le plus loin dans l'assomption de son passé colonial. Et donc c'est vrai que là, la dimension européenne pourrait jouer, mais j'ai pas vraiment creusé cette question. Non, mais c'est très difficile, puisque si on n'arrive pas à l'histoire européenne, moi je pensais qu'Emmanuel y arrive, je voyais dans SPAC un remplaçant parfait de Léopold II. Mais l'Emmanuel y arrive. Un des pères de l'Europe, donc on aurait pu carburer au maximum sur la grandeur, le visionnaire, contre tous les obstacles. Enfin, on pourrait recycler entièrement le discours léopoldien oui, on pourrait, mais en fait, l'Emmanuel arrive à SPAC, c'est juste que le cours n'y arrive pas, mais faites un sondage en Belgique, allez demander aux gens qui est SPAC. Vous serez étonnés des réponses. Les gens ne sauront pas vous répondre. C'est des manuels du secondaire. Oui. Donc c'est en dernière année que l'histoire contemporaine est abordée. Au bout de 6 ans d'études, c'est là qu'on commence à parler sur oui. Des affaires publiques de l'histoire, ils sont pris dans leurs officines universitaires, ils ne s'expriment pas, comme on dit en anglais, they don't go public. Mais en fait, le problème, c'est que les historiens sont mêlés au débat et leur discours va quelque part être dicté par tous ces enjeux sous-jacents. Et moi, je travaille avec des historiens, c'est vraiment étonnant de voir, on prend vraiment des pincettes pour tout dire à cause de comment est-ce que ça peut être interprété. On connaît ça ici aussi. Oui, mais donc voilà, ils sont vraiment mêlés au débat et ouais.